Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis Laurence Brunel, directrice pédagogique d'ISIS. Je suis moi-même infirmière de profession et j'ai d'ailleurs été libérale pendant 13 ans. J'ai bifurqué vers la formation depuis bientôt 15 ans. Ce webinaire est le premier d'une longue série. Nous avons souhaité vous proposer ces rendez-vous réguliers sous la forme d'une saga au rythme d'une fois par mois. Pourquoi ? Eh bien parce que le métier d'infirmière évolue constamment et l'actualité est depuis quelques mois extrêmement riche. La vaccination, les rendez-vous prévention, la notion d'infirmier référent, l'inévitable exercice coordonné. Parfois difficile de suivre tout ça. Vos compétences évoluent à vitesse grand V et nous souhaitons vous faire gagner du temps en vous apportant régulièrement des informations sur les dernières actualités qui impactent votre exercice. Nous vous proposons, à travers ces rendez-vous mensuels, d'apporter un regard différent sur votre manière d'exercer, de vous montrer qu'une autre façon d'exercer existe. Il faut juste s'en saisir. La consultation infirmière, l'éducation thérapeutique, l'infirmier clinicien sont des parcours de formation que nous proposons pour justement vous permettre d'avoir d'autres perspectives, d'entrevoir une autre façon d'exercer. Alors revenons à nos moutons. Je disais que ce webinaire est le premier épisode de notre saga. Pour aujourd'hui, nous sommes donc ensemble pour 1 heure en compagnie de notre experte du jour, le docteur Eugénie D'Alessandro, et de notre expert formateur, Giuseppe Giardina. Ils vont ensemble brosser rapidement le tableau des nouvelles compétences infirmières en matière de vaccination, plus précisément de prescription vaccinale. En effet, depuis quelques années déjà, la loi est venue apporter des modifications dans ce domaine, en commençant par la grippe, déjà une histoire ancienne. Et puis cet été, la possibilité pour vous de prescrire la vaccination. Il y a bien évidemment des conditions à cette prescription. En premier lieu, celle de suivre une formation obligatoire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ce webinaire sera composé d'une présentation de 40 minutes par notre experte, puis d'un temps réservé à vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à les poser dans le module questions situé en bas à droite de votre écran. Notre experte y répondra tout à l'heure. Une précision importante, vous recevrez par mail le replay de cet épisode. Sans plus attendre, je laisse la place à nos experts. J'ai le plaisir d'accueillir notre formateur Giuseppe Giardina et notre experte de la vaccination, le docteur Eugénie D'Alessandro. Pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure au moment de la conclusion. Giuseppe, c'est à toi. Merci Laurence et bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Giuseppe Giardina, je suis infirmier clinicien et formateur donc pour le groupe ISIS Santé. J'anime notamment pour eux la formation prescription à la vaccination. Vous savez que depuis août 2023, nous sommes autorisés à prescrire l'ensemble des vaccins présents dans le calendrier vaccinal. Les recommandations de l'HAS, reprises dans le décret, demandent à ce que la profession se forme pour acquérir cette nouvelle compétence. Je suis donc accompagné du docteur D'Alessandro. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin en santé publique et vous travaillez en centre de vaccination. Votre expérience majeure dans le domaine va nous aider tout au long de ce webinaire à mieux appréhender la prescription vaccinale. Docteur, vous allez nous éclaircir sur ce que nous devons savoir concernant les enjeux de la vaccination pour la population en général, sur les vaccins recommandés et obligatoires et la place de l'infirmière dans le système de santé. Je sais que les infirmières sont prêtes à acquérir cette nouvelle mission de santé publique. Elles l'ont prouvé il y a très peu de temps par le Covid-19. Docteur D'Alessandro, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse maintenant la parole. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la vaccination. Donc, l'objectif, c'est d'introduire cette thématique de la vaccination. Donc, suite aux textes qui sont parus en août 2023, comme on vous le disait, et qui propose d'élargir les compétences de plusieurs professionnels de santé, les infirmiers, mais également les pharmaciens et les sages-femmes, donc en matière de vaccination. Alors, ces compétences infirmières, en quoi consistent-elles ? Les textes d'août 2023 proposent d'élargir ces compétences à la prescription et l'administration de tous les vaccins du calendrier national.
Donc c'est le document que j'ai mis sur cette diapositive à gauche. Donc cette prescription et cette administration doit se faire dans les indications du calendrier national, et donc elle concerne un public particulier, elle concerne toutes les personnes de 11 ans et plus. Voilà, donc à partir du moment où les infirmières auront suivi la formation et déclaré cette formation auprès de leur ordre, donc elles auront la compétence pour la prescription et l'administration des vaccins du calendrier national. Alors on a deux exceptions à cette compétence, une exception qui permet d'élargir cette compétence pour le vaccin grippe, puisque la prescription peut être réalisée même en dehors des recommandations du calendrier national. Donc en somme, vous pouvez prescrire et administrer le vaccin grippe même à des personnes qui ne relèvent pas des recommandations nationales. Et puis une autre exception qui limite cette compétence et qui concerne les vaccins vivants chez les personnes immunodéprimées. Donc les infirmiers ne peuvent pas prescrire les vaccins vivants chez les personnes immunodéprimées. Dans ce cas-là, vous renvoyez le patient vers le médecin qui, de toute façon, le plus souvent, ne prescrira pas non plus ce vaccin, puisque en général, les vaccins vivants sont contre-indiqués chez les personnes immunodéprimées. Alors, donc, dans le cadre de cette restriction, ce qui a à retenir, c'est la liste des vaccins vivants. On a notamment le BCG, la fièvre jaune, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, la varicelle, le zona et le rotavirus. Donc, c'est les principaux vaccins vivants du calendrier national. Et puis les différentes catégories d'immunodépression, de façon à identifier les patients qui seraient immunodéprimés et donc chez qui les vaccins vivants sont contre-indiqués. Donc voilà pour les compétences en matière de prescription et d'administration. Alors ces compétences sont résumées dans le tableau. Ce tableau est proposé en fait sur le site Vaccination Info Service, qui est le site de Santé publique France. On voit donc dans les colonnes sur la droite donc les compétences des infirmiers. Donc pour les personnes de 11 ans et plus, tous les vaccins du calendrier national sont listés. Et donc, les infirmiers peuvent prescrire l'ensemble de ces vaccins et les administrer. Alors, on a juste quelques cas particuliers. Donc, il est noté sans objet pour l'hémophilus influenzae et pour le rotavirus, tout simplement parce que l'hémophilus est recommandé chez l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. Il n'y a pas de recommandation au-delà, enfin, en dehors d'une recommandation exceptionnelle chez les patients qui auraient été mis en anaplasie. Et le rotavirus, il est recommandé chez l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc là, pas de recommandation au-delà de 6 mois. Donc effectivement, c'est des vaccins que vous n'aurez pas à faire. Voilà. Pour le Covid-19, les recommandations évoluent très rapidement. Donc on s'en tient aux dernières recommandations à chaque fois qu'une nouvelle dose est proposée. Pour le vaccin contre le Mpox, donc la variole du singe, là, c'est des vaccins qui, à ce jour, sont restés dans un cadre limité, puisqu'ils sont proposés uniquement dans les centres de vaccination et les Cégid. Donc voilà. En revanche, ce qu'on voit, c'est que pour les personnes de moins de 11 ans, donc pour les enfants, les infirmiers n'ont pas la compétence de prescription. En revanche, ils ont la compétence d'administration. Voilà. Donc, à partir du moment où le vaccin fait l'objet d'une prescription médicale, les infirmiers peuvent administrer ces vaccins du calendrier national également chez les personnes de moins de 11 ans. Alors, pour avoir plus de précision sur ce champ de compétences,
Vous pouvez vous rendre sur une page dédiée sur le site du ministère de la Santé. Donc une page dédiée à ces compétences vaccinales des infirmiers et qui propose sous la forme de questions-réponses d'apporter toutes les informations nécessaires, aussi bien sur les compétences en termes de prescription pour ces vaccins qu'en termes d'administration. Donc là, on a vraiment la réponse aux questions principales. Donc voilà quelques éléments sur ces nouvelles compétences infirmières en matière de vaccination. Alors, puisque vous allez pouvoir prescrire et administrer les vaccins du calendrier national, je vous propose de voir dans les grandes lignes à quoi correspondent ces vaccins et les indications de ces vaccins. Donc, le calendrier national que je vous ai montré là sur la première diapo, donc c'est un document qui liste l'ensemble des vaccins qui vont être recommandés à l'échelle nationale en France et les indications pour chacun de ces vaccins. Ces indications, en fait, on a deux types d'indications. On a les indications générales et les indications particulières. Alors tout d'abord, les indications générales. Les indications générales, en fait, ce sont celles qui visent toute la population. Donc ces vaccins vont être recommandés dans toute la population. Le critère, en fait, de la recommandation sera l'âge. En fonction de l'âge, on va recommander de faire tel ou tel vaccin, sachant que pour nombre de ces vaccins, on a potentiellement des rattrapages qui peuvent être proposés. Alors ces indications générales, elles sont bien résumées dans cet outil, la carte postale du calendrier national. Donc voilà, c'est un outil que vous connaissez peut-être déjà, mais c'est un outil qui est pratique et qu'il faut avoir sous la main, qui va servir aussi bien pour informer la population que pour les professionnels, parce qu'on a une vie. Ah, on a perdu le docteur D'Alessandro. Je pense que l'on a un souci technique. J'espère que... Voilà. Est-ce que je suis de retour? Oui, vous êtes de retour, docteur D'Alessandro. Très bien. Donc, je reprends sur les indications générales. Donc, je vous le disais, pour les indications générales, on a cet outil, la carte postale du calendrier national, donc qui permet de résumer l'ensemble des indications générales et donc des vaccins recommandés en France. Alors, si on regarde rapidement, on voit que on a plusieurs vaccins, que ces vaccins donc vont être recommandés en fonction de l'âge. Donc il y a un certain nombre de vaccins qui sont recommandés chez le nourrisson et le jeune enfant avant l'âge de 2 ans. Voilà. Et pour certains, on aura des rattrapages chez les adolescents et les adultes, et donc ce sont des vaccins que vous serez potentiellement amenés à faire ou à proposer chez vos patients. Donc si on reprend rapidement, le BCG, c'est un vaccin qui n'est plus obligatoire et plus recommandé en population générale. Il relève uniquement d'indications particulières, et donc il concernera pas votre pratique, puisqu'il est fait plutôt chez le très jeune enfant. Pour diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, en dehors de la primo-vaccination qui est faite avant l'âge de 2 ans, on va avoir les rappels à 6 ans, 11 ans, 25 ans, 45 ans, 65 ans, et à partir de 65 ans, tous les 10 ans, 75, 85, etc. Et ça, pour le coup, c'est un vaccin que vous pourrez proposer à vos patients. Bon, l'hémophilus, je vous l'ai dit, c'est un vaccin qu'on ne propose pas au-delà de l'âge de 5 ans. L'hépatite B, pour les enfants qui ne l'auraient pas eu, il y a un rattrapage possible jusqu'à l'âge de 15 ans. Au-delà de l'âge de 15 ans, il va être proposé, mais dans des indications particulières.
Le pneumocoque est proposé en population générale chez l'enfant. Au-delà de l'âge de 2 ans, ce vaccin va pouvoir être proposé, on le verra par la suite, dans des indications particulières. Et donc, vous pourrez le proposer, hein, c'est un vaccin important, à nombre de vos patients. Voilà, pour le ROR, il est fait normalement avant l'âge de 2 ans, donc 2 doses avant l'âge de 2 ans. Ceci étant, la recommandation, c'est que toutes les personnes qui sont nées depuis 1980 doivent avoir reçu 2 doses qui ont été faites au-delà du 12e mois. Hein. Donc effectivement, vous aurez des patients qui ont même 30 ans, 40 ans, 41 ans, qui n'ont pas reçu ces 2 doses de vaccin ROR et donc à qui vous pourrez proposer ce vaccin. Le méningo-C, enfin les vaccins contre le méningocoque, donc le méningo-C qui va être proposé avec un rattrapage jusqu'à l'âge de 24 ans, le rotavirus qui concerne uniquement les nourrissons de moins de 6 mois. Le méningocoque B, pour le moment, il ne concerne que les enfants de moins de 2 ans. On aura sûrement une nouvelle recommandation assez prochainement, là, dans les mois qui vont venir. Et donc, très probablement, c'est un vaccin qui sera proposé avec un rattrapage chez l'enfant et l'adolescent, voire le jeune adulte. Les papillomavirus, donc pour le coup, c'est un vaccin que l'on va débuter à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, c'est un vaccin que vous pourrez proposer. Et bien sûr, pour les adultes âgés, on va avoir le vaccin contre la grippe et contre le zona. Donc voilà pour les indications générales dans les grandes lignes. Les indications particulières. Donc les indications particulières, ce sont les vaccins qui vont être proposés à des personnes avec des caractéristiques particulières. Ces caractéristiques, en fait, elles relèvent de quatre éléments. L'état de santé, certaines pathologies vont amener à recommander certains vaccins. La profession, certaines activités professionnelles peuvent amener à recommander certains vaccins. Les modes de vie, voilà, notamment les origines et éventuellement un lien avec des pays à forte endémie pour telle ou telle maladie, les habitudes et les pratiques sexuelles. Enfin voilà, il y a différents modes de vie qui peuvent amener à recommander certains vaccins. Et dernier critère à prendre en compte, c'est l'entourage. Si dans mon entourage, j'ai une personne fragile, notamment une personne immunodéprimée, je vais avoir certaines recommandations vaccinales qui vont me permettre de protéger cette personne fragile. Alors, je vous ai donné un exemple, on ne va pas voir toutes les indications particulières. Hein. Voilà, elles sont entièrement listées dans le guide sur le calendrier vaccinal. Mais je vous ai donné un exemple là avec le pneumocoque. Vous voyez que le pneumocoque, sur ce guide, donc sur la page qui est dédiée à ce vaccin, on a les recommandations générales qui sont données, donc celles qui concernent le jeune enfant avant l'âge de 2 ans. Et au-delà de l'âge de 2 ans, on va avoir des recommandations en cas particulières. Et donc ce vaccin va être indiqué chez toutes les personnes qui sont immunodéprimées, quelle que soit l'origine de l'immunodépression. Hein. Voilà. Et ce vaccin va être également recommandé dans de nombreuses pathologies chroniques, notamment les insuffisances cardiaques, les pathologies respiratoires, insuffisance respiratoire, BPCO, emphysème, asthme sévère, l'insuffisance rénale, les hépatopathies chroniques, le diabète. Hein, le pneumocoque est indiqué dans le diabète et finalement peu de patients diabétiques ont bénéficié de ce vaccin. Et les patients présentant une brèche ostéoméningée ou un implant cochléaire. Donc voilà pour un exemple de recommandation particulière. Je vous en ai proposé un autre d'exemple, celui pour la coqueluche. Donc ce vaccin relève d'indications générales. Il va être recommandé avec la primo-vaccination avant l'âge de 2 ans, avec les rappels à 6 ans, 11 ans, 25 ans, voire au-delà. Donc ça, ce sont les indications générales en population
en population générale. Les indications particulières, ce vaccin il va être recommandé chez la femme enceinte au cours du 2e, 3e trimestre. Et si la femme enceinte n'a pas bénéficié de ce vaccin, on va pouvoir le proposer en stratégie cocooning, c'est-à-dire à l'entourage des nourrissons. Et ce vaccin, il va être également recommandé chez les personnes immunodéprimées. Donc chez les personnes immunodéprimées, on va proposer en général le rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche tous les 10 ans. Et en fait, ce vaccin, il relève également de recommandations professionnelles, notamment chez les professionnels de la petite enfance, les professionnels de santé, etc. Donc voilà, pour les indications particulières. Voilà, pour terminer sur ces indications, donc vos compétences couvrent le champ des vaccins nationaux dans le cadre des indications nationales. Il faut vraiment se référer à ce calendrier national, à ce guide qui est mis à jour de façon annuelle et qui est publié en général au cours du mois d'avril. Alors, puisque vous allez pouvoir prescrire, administrer ces vaccins du calendrier national, ce que je vous propose, c'est d'en savoir plus sur la balance bénéfice-risque de cet outil. Donc, quel que soit le soin que l'on va apporter, l'intérêt de ce soin, on va l'évaluer à partir de la balance bénéfice-risque. Que l'on propose un traitement médicamenteux, que l'on propose un vaccin, que l'on propose un acte chirurgical ou tout type d'autres soins, l'intérêt du soin est évalué à partir de la balance bénéfice-risque. Concernant les vaccins, on a beaucoup de discours, voire de polémiques qui circulent autour de cet outil. Et donc, je pense qu'il est bon qu'en tant que professionnel, on ait une connaissance suffisante de cet outil pour pouvoir répondre à nos patients et puis arriver à proposer un discours un peu plus cohérent et qui permette de de clarifier le vrai du faux et savoir un peu ce qui se passe avec ces vaccins. Donc cette balance bénéfice-risque, on va pouvoir l'évaluer à partir de 2 composantes. D'une part, ce qu'on appelle le profil sécurité, c'est-à-dire la connaissance des éventuels effets secondaires des vaccins, et d'autre part, le profil efficacité, c'est-à-dire l'efficacité, la protection que va pouvoir conférer un vaccin contre la maladie à prévention vaccinale qu'il cible. Donc, dans un premier temps, le profil sécurité des vaccins. Alors, le suivi de la sécurité des vaccins est assuré en France à partir d'un système de pharmacovigilance. Ce système, je pense que vous le connaissez déjà, parce que c'est le même système qui permet d'assurer la pharmacovigilance pour tous les produits et les soins médicaux. Donc, c'est un portail de signalement des événements indésirables qui est accessible en ligne et qui peut être donc rempli aussi bien par les professionnels de santé que par les patients eux-mêmes ou l'entourage des patients. Ces signalements vont être recueillis dans un premier temps à l'échelle régionale par les CRPV, donc les centres régionaux de pharmacovigilance, qui vont assurer un premier traitement, une première analyse de ces signalements. Et enfin, ces signalements vont être analysés à l'échelle nationale par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, cette agence, la ANSM, avait proposé une analyse des signalements, des déclarations d'événements indésirables, portant sur les 11 valences obligatoires pour les nourrissons depuis 2018.
et donc avait repris l'ensemble des signalements qui avaient été faits entre 2011 et 2017. Et puis ils ont poursuivi ces analyses, et donc là ce que je vous propose c'est de voir les chiffres de 2020. Donc voilà, depuis 2018, on a 11 vaccins, 11 valences qui sont obligatoires chez les enfants. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, pneumocoque, méningocoque, ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et donc voilà, l'ANSM analyse l'ensemble des déclarations d'événements indésirables concernant ces 11 valences. Et pour l'année 2020, comme on le voit sur la diapositive, les déclarations ont été faites majoritairement par les professionnels de santé, 67% des déclarations, et le reste des déclarations a été réalisé par l'entourage du nourrisson. Au total, sur l'année, ce sont 6,5 millions de doses qui ont été administrées. Donc, ça représente à peu près 3 millions d'enfants qui ont été vaccinés sur l'année. Et au cours de cette année, sur ces 6,5 millions de doses administrées, on a 201 déclarations d'événements indésirables. Alors, juste une précision. Déclaration d'événements indésirables, ça ne veut pas dire lien de causalité. On va déclarer l'événement indésirable à partir du moment où il se passe quelque chose dans les jours ou les semaines qui suivent un soin, un vaccin, un médicament ou un autre type de soin. On déclare sans avoir préjugé de l'existence d'un lien de causalité. Il y a un événement qui survient dans les jours ou les semaines qui suivent un soin, et donc on va déclarer un événement indésirable. C'est les CRPV, les centres régionaux de pharmacovigilance, et la NSM qui, à partir du traitement des signalements, vont pouvoir établir d'éventuels liens de causalité entre les événements déclarés et le soin en question. Donc là, on a 201 événements indésirables déclarés. Sur ces 201 événements, on compte 130 événements considérés comme non graves, c'est-à-dire des fièvres peu importantes, des réactions cutanées localisées, et 71 événements graves, notamment des fièvres élevées, des hypotonies, etc. Alors plus précisément, à quoi ça correspond? Finalement, sur 6,5 millions de vaccinations réalisées chez les enfants de moins de 2 ans au cours de l'année 2020, les analyses ont retenu donc 71 événements considérés comme graves, dont 42 événements indésirables d'intérêt particulier, à savoir 3 thrombopénies d'évolution favorable, 16 apnées qui sont survenues majoritairement chez des enfants prématurés, 6 convulsions, là encore d'évolution favorable, 7 épisodes d'hypotonie, une encéphalopathie aiguë d'évolution favorable, un décès qui est survenu 4 jours après un vaccin ROR et sans cause retrouvée, et une maladie de Kawasaki d'évolution favorable. Donc voilà, sur 6,5 millions de doses et près de 3 millions d'enfants vaccinés, on compte 42 événements indésirables dont la majorité finalement ont été d'évolution favorable. Donc voilà pour le profil sécurité de ces vaccins. Alors je complète sur cette notion de causalité qui est importante parce que finalement le public et nos patients ont parfois du mal à comprendre cette notion de causalité et c'est à nous de leur apporter les éléments pour arriver à y voir clair dans tout ça. Donc, les événements indésirables qui sont déclarés vont correspondre à deux
de situation. Ces événements indésirables peuvent être en fait des événements intercurrents qui n'ont pas de lien de causalité avec le soin en question. Il serait survenu même si le soin, donc la vaccination, la prise de médicaments n'avait pas eu lieu. Et deuxième situation, ces événements, ces déclarations peuvent correspondre aussi à des effets secondaires et donc sont liés aux soins en question, donc dans ce cas-là au vaccin. Quand ils sont liés au vaccin, ça peut être lié au vaccin lui-même, ça peut être lié à l'injection, donc à l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour administrer le vaccin, puis ça peut être lié à des erreurs de préparation, de manipulation et d'administration. Encore un élément là-dessus, une étude finlandaise qui est assez parlante et qui permet de voir, de faire le distinguo entre un événement indésirable qui n'est en fait qu'une séquence et pas une conséquence, qui n'est qu'un événement intercurrent, et un événement indésirable qui correspond à un réel effet secondaire. C'est une étude qui avait porté sur près de 600 paires de jumeaux et qui avait proposé chez un jumeau un vaccin ROR et chez l'autre jumeau un placebo. Et ce qu'on voit finalement, c'est que ces événements indésirables sont parfois plus fréquents chez le jumeau qui a reçu le placebo. Donc dans la colonne du centre, on a les fréquences, celles qui sont listées dans le résumé des caractéristiques produits, donc celles qui avaient été estimées lors des essais cliniques. Et puis dans la colonne de droite, on a les éléments qui concernent les réactions chez les jumeaux. On voit que la fièvre est survenue plus souvent chez les jumeaux vaccinés avec le vaccin. Les éruptions cutanées également, c'est des effets secondaires qui sont connus pour le vaccin ROR. En revanche, on voit que les infections des voies respiratoires sont survenues moins souvent chez le jumeau qui a reçu le vaccin par rapport à celui qui a reçu le placebo, et les troubles digestifs également. Donc voilà, ça permet de faire un peu une part sur tout ça. Et dernier exemple là-dessus, les syndromes de Guillain-Barré. Donc les syndromes de Guillain-Barré, ça correspond à une polyradiculonévrite, donc qui est responsable d'une paralysie progressive, qui commence au niveau des membres inférieurs et qui va monter jusqu'au diaphragme et donc nécessiter une prise en charge en réanimation. Donc voilà, on sait que certains vaccins, on va pouvoir avoir des syndromes de Guillain-Barré. Donc sur certains vaccins, les études de pharmacovigilance montrent qu'on va pouvoir retrouver un syndrome de Guillain-Barré pour 1 million de doses administrées. En fait, la principale cause des syndromes de Guillain-Barré, ce sont les infections virales, y compris des infections virales bénignes, voire complètement asymptomatiques. Et donc l'incidence en population générale, c'est 28 cas de syndrome de Guillain-Barré par million d'habitants par an. Alors, quelle est la place des vaccins en fait dans ces syndromes de Guillain-Barré? Dessous, vous avez les chiffres. Quand il y a l'épidémie de grippe, la grippe va être responsable de 70 cas de Guillain-Barré par million de personnes infectées. Et par contre, on va avoir 1 cas de syndrome de Guillain-Barré pour 1 million de personnes vaccinées. Donc finalement, le vaccin grippe va protéger contre le syndrome de Guillain-Barré. Pour le Covid-19, on retrouve également cette protection apportée par le vaccin contre les syndromes de Guillain-Barré. On a les mêmes chiffres sur le vaccin contre le HPV. Donc ce qu'on voit finalement, c'est que pour les infections qui sont très fréquentes, comme la grippe, le Covid ou le HPV, le vaccin va apporter une protection contre les syndromes de Guillain-Barré. Donc c'est un élément qui est non négligeable. Donc voilà sur ce profil sécurité des vaccins qui en fait qui est très bon. Les vaccins ont un profil sécurité particulièrement intéressant avec des risques d'effets secondaires qui sont extrêmement limités. Alors, ça nous amène à discuter les contre-indications. Finalement, comme les vaccins sont des outils particulièrement sécurisés, les contre-indications restent rares. Donc, pour tous les vaccins, les contre-indications sont avant tout
un antécédent d'allergie sévère, donc allergie sévère, on parle de choc anaphylactique, hein, à une dose du vaccin concerné ou à un des composants du vaccin. Donc, si votre patient vous dit qu'il a fait un choc anaphylactique suite à un vaccin DTP-Coq, effectivement, vous lui reproposerez pas ce vaccin, vous l'adresserez à son médecin. Par contre, s'il a fait un choc anaphylactique suite à un vaccin contre l'hépatite B ou l'hépatite A, ça contre-indique pas la réalisation de notre vaccin de façon systématique, mais effectivement, sur ces cas complexes, vous renvoyez vers le médecin. Et la deuxième contre-indication, ça sera une encéphalopathie d'étiologie inconnue qui serait survenue dans les 7 jours suivant une précédente vaccination avec le vaccin concerné. Donc voilà, vous voyez là, c'est quand même des cas qui restent relativement rares. Pour les vaccins vivants, en plus de ces deux contre-indications, on a 2 contre-indications supplémentaires. D'une part, l'immunodépression, je vous l'avais déjà signalé, qu'elle soit primaire, congénitale ou acquise. Donc, en général, les vaccins vivants sont contre-indiqués chez les personnes immunodéprimées. Et puis la grossesse. C'est des contre-indications qui sont relatives, mais effectivement, à partir du moment où il n'y a pas d'urgence, on ne va pas faire un vaccin vivant pendant la grossesse. On attendra l'accouchement, voire pour certains après l'allaitement. Docteur D'Alessandro, je me permets, il nous reste 4 minutes. C'est très bien, c'est noté, j'avance. Merci. Merci. Alors, donc, pour finir sur ces contre-indications, sur les allergies, on a des éléments qui permettent aussi de connaître les allergies en fonction des composants des vaccins. Notamment, dans certains vaccins, on peut avoir des protéines d'œufs. Donc, à ce moment-là, ces vaccins peuvent être contre-indiqués chez les personnes qui ont une allergie à l'œuf. De la gélatine pour d'autres vaccins ou des aminosides. Alors, juste une précision, il n'y a pas de pénicilline dans aucun vaccin. Donc, vos patients qui vous disent avoir une allergie aux pénicillines, il n'y a pas de contre-indication au vaccin. Potentiellement, on peut avoir des aminosides, et là, pour le coup, ce sont des allergies qui sont beaucoup moins fréquentes. Alors, sur le profil efficacité, j'en terminerai là-dessus. Donc, quelle est l'efficacité des vaccins? Je vais survoler cette efficacité qui est importante, vous allez le voir, en abordant quelques maladies dans les grandes lignes. Donc, d'abord, la diphtérie. Avant l'introduction du vaccin, après la Deuxième Guerre mondiale, la diphtérie faisait près de 3000 décès par an. Le vaccin a été introduit donc à la fin des années 40, début des années 50. Très rapidement, le nombre de cas a diminué et on n'a plus de décès, quasiment plus de décès depuis les années 80. À signaler, on a à nouveau l'émergence de cas, hein, vous le voyez sur la diapositive à droite, sur le graphe à droite. En 2022, on a eu 60 cas de diphtérie tox plus, donc potentiellement mortelle en France. Donc effectivement, il est important d'être bien vacciné, même contre la diphtérie, qui semble être une maladie qui a disparu, mais finalement pas tout à fait. Le tétanos, c'est pareil, c'était une maladie qui faisait plus de 1000 décès par an en France avant l'introduction du vaccin au milieu du XXe siècle. Depuis l'introduction du vaccin, cette maladie a très largement reculé. Malheureusement, on compte encore quelques cas, une petite dizaine de cas par an, avec quelques décès parce que la létalité est élevée, hein. Donc le tétanos, c'est aussi une maladie pour laquelle la vaccination a apporté une efficacité tout à fait remarquable. La coqueluche était responsable de nombreux cas et de plusieurs centaines de décès avant l'introduction du vaccin. Le vaccin permet de faire reculer. Malgré tout, il n'y a pas d'immunité à vie, ni après la maladie, ni après le vaccin. Et donc, il y a cette nécessité de se revacciner régulièrement pour se protéger de cette maladie, notamment protéger les nourrissons qui sont les plus à risque de formes graves et de décès liés à la coqueluche. L'Haemophilus influenzae, donc, avant l'introduction du vaccin au début des années 90, c'est une bactérie qui était responsable de méningite chez le jeune enfant. On comptait près d'une centaine de décès par an. Voilà, depuis plusieurs années, on n'a
plus aucun décès lié à cette bactérie. Le papillomavirus, alors le papillomavirus, je pense que tout le monde en a entendu parler ces derniers temps. En France, c'est 6400 cancers par an, notamment le cancer du col de l'utérus, mais également le cancer de l'anus et de la gorge. Ça touche plus d'un quart touche les hommes et près de 3/4 les femmes. Pour les femmes, c'est 3000 cancers du col de l'utérus qui sont diagnostiqués chaque année, 1000 décès chaque année. Et les vaccins contre les papillomavirus permettent de lutter efficacement contre ces cancers. On a des études récentes qui ont permis de montrer qu'on faisait reculer de près de 90% le risque de cancer chez les personnes vaccinées. Et en gros, les pays qui ont bien vacciné depuis l'introduction du vaccin au début des années 2000, notamment l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis et les pays scandinaves, ont déjà très nettement fait reculer ces cancers. Et je vous ai mis sur cette diapositive une publication d'une équipe australienne qui a modélisé l'éradication du cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, en France, on est toujours à 6400 cancers et en Australie, ils sont déjà en train d'éradiquer ces cancers liés au papillomavirus. Voilà. Donc, les vaccins apportent une protection sur des maladies graves, sur des maladies qui sont responsables d'une morbidité et d'une mortalité élevée. L'hépatite B est encore responsable de près de 1500 décès par an. Et donc, le vaccin pourrait limiter complètement, faire disparaître ces décès. Le cancer du col de l'utérus, l'hémophilus, la coqueluche, tout ça, je vous ai déjà donné les chiffres et on voit l'efficacité significative des vaccins sur ces maladies. Dernier point, les vaccins permettent aussi de lutter contre l'antibiorésistance, qui est un problème qui devient de plus en plus inquiétant, tout simplement parce qu'ils vont permettre de limiter l'usage d'antibiotiques et donc c'est à prendre en compte. Voilà, juste une dernière diapo pour terminer. Donc, les couvertures en France vaccinale sont insuffisantes et donc notre rôle en tant que professionnel de santé, c'est d'être là pour écouter et informer les patients, apporter les connaissances, répondre à leurs questions et puis rendre la vaccination plus accessible. C'est un soin qui finalement n'est pas si accessible que ça. On va pas voir ce médecin quand on va bien. On prend le temps de le voir quand on est malade et donc on laisse un peu de côté les vaccinations. Et voilà, le fait de rendre ce service plus accessible, ça va nous permettre de rendre service directement à nos patients en les protégeant et donc au niveau de leur santé individuelle. Et ça nous permet aussi d'avoir une action en termes de santé collective en limitant la circulation des pathogènes, voire en éradiquant certaines maladies. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, docteur D'Alessandro, pour tous ces messages que vous nous avez amenés. Nous avons notamment plusieurs questions et vous allez pouvoir compléter tout cela. Mais dans un premier temps, je tenais quand même à apporter une information complémentaire concernant mes collègues infirmiers et infirmières que l'acte de prescription vaccinale est possible seulement si vous suivez une formation de 10h30. Isis Santé vous propose cette formation avec des formateurs experts dans le domaine. Vous devrez bien entendu déclarer cette nouvelle activité auprès du Conseil de l'Ordre national infirmier avant d'exercer la prescription vaccinale. Isis Santé est et a toujours été précurseur dans l'actualité de la profession infirmière. Nous avons dans notre catalogue des formations telles qu'infirmiers praticiens en consultation qui vous permettront de co-construire un projet personnel, notamment lié à l'actualité comme celle de la prescription vaccinale dont on parle aujourd'hui, mais aussi vous verrez plus tard sur les rendez-vous de la prévention où l'infirmier est référent. La formation vous permettra aussi de vous former à l'entretien motivationnel qui est très utile lorsque vous serez confronté à l'hésitation vaccinale chez une personne. Je vous remercie de votre attention et nous allons donc passer maintenant à vos questions. Alors, première question, docteur D'Alessandro, concerne le papillomavirus.
c'est d'actualité, bien entendu. On en a entendu parler notamment au niveau des collèges. Et la première question, elle est, est-ce qu'on peut proposer ce vaccin aux jeunes garçons de plus de 11 ans? Alors, oui, tout à fait. Le vaccin contre les papillomavirus, les indications, ce sont tous les enfants, hein, filles et garçons. Il y a pas de distinction à faire entre les filles et les garçons, entre 11 ans et 19 ans. Jusqu'à 26 ans pour les HSH. Bon, il est fort possible qu'on ramène ça à 25 ans pour tout le monde, mais c'est recommandé chez les filles et les garçons à partir de l'âge de 11 ans. Donc idéalement, on le fait dès 11 ans, hein, voilà, le plus tôt possible. Mais effectivement, on peut faire un rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans, voire jusqu'à l'âge de 25 ans. Les HSH, c'est les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Donc les recommandations en France, pour le moment, elles permettent d'aller jusqu'à 26 ans. Voilà, c'est un vaccin qui est efficace pour lutter contre les cancers qui sont liés au papillomavirus. Et comme je vous l'expliquais, en France, cela représente 6400 cancers par an. Les premiers cancers, ce sont les cancers du col de l'utérus, mais on a également d'autres cancers, notamment les cancers de la gorge et de l'anus, qui vont être présents chez les garçons et chez les filles. Voilà. Et les cancers de la gorge et de l'anus sont des cancers qui sont souvent beaucoup plus graves, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dépistage et qu'on va souvent les découvrir à des stades avancés. Donc c'est un très bon vaccin qu'il faut proposer à tous les enfants dès l'âge de 11 ans. Merci pour cette précision. Une autre question, c'est celle d'une de nos collègues donc, qui nous demande, donc, un jeune né en 96 a eu son dernier Révaxis en 2013, il a 17 ans à ce moment-là. À ce jour, il n'a toujours pas fait son rappel à 25 ans. Doit-il le faire car cela fait seulement 11 ans qu'il a eu son dernier? Et on pourra d'ailleurs aborder l'histoire des rappels, comment ça fonctionne et si vous pourriez nous éclairer sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Alors, faire le point sur ce qu'on appelle les rattrapages, en fait, hein, ou les rappels, ou les rattrapages, ça demande quand même un peu de temps. Voilà, il y a quelques notions essentielles, voilà, une fois qu'on a pris la main, ça vient assez facilement, mais enfin, il faut quand même avoir certaines connaisses. Disons que pour être simple, sur le diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, le rappel, c'est pas compliqué. En gros, les rappels, ils sont indiqués à 6 ans, 11 ans, 25 ans, 45 ans, 65 ans et 75, 85, etc. En dehors de recommandations particulières comme les immunodéprimés. Un patient qui a fait un rappel à 17 ans, ok. Il est né en 96, donc aujourd'hui, il a pas loin de 30 ans. Alors, son prochain rappel, ça serait à 45 ans, mais ça veut dire qu'on va avoir, entre 17 et 45, on va avoir plus de 20 ans entre les deux injections, et on va même avoir plus de 25 ans. Donc, en fait, ce jeune homme, il faut lui proposer un rappel sans délai. On lui fait un rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, et son prochain rappel sera à 45 ans, parce que pareil, à 30 ans, on ne peut pas attendre 65 ans pour faire le prochain. Et donc, le prochain sera à 45 ans. En gros, le délai maximum que l'on va proposer entre deux DTP coques, ça va être 25 ans. Donc, par exemple, si ce jeune homme avait été vacciné à 21 ans, on pourrait lui proposer d'attendre 45 ans pour faire son prochain rappel. Voilà. À partir du moment où il a été vacciné avant 20 ans, on fait le rappel, qu'il ait 28, 30 ou 35 ans, et le prochain sera malgré tout à 45 ans. Voilà, j'espère avoir répondu. Oh, certainement, oui, merci. Autre question concernant les vaccins, et là, il concerne les vaccins Prevnar 13 et Pneumo 23. Et la question, c'est, avons-nous le droit, nous, infirmiers, de pouvoir les injecter? Et si oui, quel est le laps de temps entre les deux vaccins? Oui. Alors, pour le pneumocoque, comme je vous l'ai dit, oui, vous avez la compétence de prescription et d'administration des vaccins pneumocoques. Et c'est d'autant plus important qu'on a beaucoup de patients
qui relèvent de cette vaccination, je vous ai fait la liste, les immunodéprimés, les insuffisances cardiaques, toutes les pathologies respiratoires, les hépatopathies chroniques, le diabète. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de patients qui relèvent de ce vaccin pneumocoque. D'ailleurs, en France, on a des indications qui sont limitées. Il y a plusieurs pays où ce vaccin il va être proposé, par exemple, pour toutes les personnes de 65 ans et plus. Parce que les infections à pneumocoque sont des infections graves chez le très jeune enfant, chez l'adulte âgé et chez les personnes qui ont des pathologies chroniques. Donc oui, ça fait partie de vos compétences et c'est un vaccin que vous allez pouvoir proposer à vos patients qui ont des pathologies chroniques. Alors, le schéma actuel, il est un peu complexe puisqu'on a deux vaccins, on a un 13 valent conjugué et on a un 23 valent. Le schéma qui est recommandé, c'est je fais une dose de 13 valents, 8 semaines plus tard, et je dois respecter ce délai minimum de 8 semaines. Si je le fais 3 mois, 4 mois plus tard, c'est pas grave, mais il faut pas que je le fasse moins de 8 semaines avant. 8 semaines plus tard, une dose de 23 valents. Et au plus tôt, 5 ans plus tard, une nouvelle dose de 23 valents. Bon, et ce schéma, il est un peu complexe, je vous dis, parce que si votre patient a déjà reçu un 23 valent, c'est un autre schéma, enfin, etc., etc. Bon. Ceci étant, c'est peut-être pas nécessaire de retenir ce schéma, tout simplement pourquoi? Parce qu'on va probablement avoir une simplification de ce schéma qui va arriver dans les semaines à venir et qui sera publié dans le nouveau calendrier vaccinal en avril 2024. Donc, on va avoir à disposition un vaccin pneumocoque 20 valents conjugué. Et a priori, la HAS recommandera probablement une seule dose avec ce vaccin 20 valents conjugué, dont l'Apexnar, qui devrait être disponible en France d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, donc pour le moment, le schéma, c'est celui qui est indiqué dans le calendrier vaccinal 2023 et auquel vous devez vous référer. Mais a priori, on va avoir un changement assez rapide sur ce vaccin, donc qui est indiqué et qui restera indiqué chez tous vos patients porteurs de maladies chroniques. Voilà pour le pneumocoque. Alors, Eugénie, je prends le relais de Giuseppe qui a apparemment des petits soucis de connexion. Il y a une question sur faut-il une autorisation parentale lorsqu'on vaccine un enfant mineur ? Oui, alors l'autorisation parentale pour les mineurs. Donc effectivement, en termes de vaccination, un mineur, c'est un enfant de moins de 18 ans. Voilà. À partir du moment où l'enfant ou l'adolescent a moins de 18 ans, c'est un mineur. Et effectivement, pour faire une vaccination, il faut l'autorisation parentale. Alors, les textes ne demandent pas des autorisations parentales écrites. Ce qui est en théorie, dans les textes, ce qui est demandé, c'est que pour les vaccins obligatoires, mais au-delà de 11 ans, il n'y en a pas beaucoup, il faut l'autorisation d'au moins un parent. Pour les vaccins recommandés, il faut l'autorisation des 2 parents. Donc logiquement, c'est des autorisations orales. Voilà. Et puis après, on peut trouver en pratique différents procédures pour recueillir ces autorisations. Donc voilà, les médecins, les centres de vaccination qui vaccinent depuis des années, n'ont jamais mis en place d'autorisation, ou la grande majorité n'ont jamais mis en place d'autorisation écrite. Maintenant, c'est à chaque professionnel de décider de sa pratique et de façon à pouvoir assumer ses responsabilités. Voilà, on peut tout simplement avoir des autorisations orales et noter dans sa consultation que l'on a bien reçu l'autorisation orale des parents pour réaliser les vaccins. Et puis, certains professionnels souhaiteront peut-être recueillir une autorisation écrite. C'est un peu à chacun de voir comment il faut fonctionner. Mais voilà, le cadre théorique, le cadre formel, c'est celui-là. Si je propose un vaccin à un mineur, donc un enfant de moins de 18 ans, je dois avoir l'autorisation des 2 parents.
Très bien, merci. Alors, une autre question qui rejoint un petit peu le sujet que vous avez abordé tout à l'heure lors de votre présentation, mais la question est quel laps de temps permet d'exclure la vaccination comme cause probable d'une réaction physiologique indésirable? Alors, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai prédéfini. En gros, si vous voulez, ça dépend un peu du type de réaction. Si c'est une réaction, d'abord, les réactions bénignes, particulièrement bénignes, en général, on n'a pas à les déclarer sur le portail de télédéclaration. C'est-à-dire que si elles sont connues, si elles sont listées dans le RCP, le résumé des caractéristiques produits, voilà, votre patient fait une petite inflammation locale au point d'injection après la vaccination, c'est listé dans le RCP du vaccin, on n'a pas à le déclarer. Votre patient fait une petite fièvre, une petite inflammation générale, c'est listé dans le RCP, on n'a pas à le déclarer. Maintenant, votre patient fait une fièvre importante, une inflammation qui lui impose un repos au lit pendant 2-3 jours, ben effectivement, on peut déclarer cet événement indésirable. Après, voilà, tout dépend de la sévérité aussi de l'événement indésirable. Si votre patient fait une thrombopénie sévère qui nécessite une hospitalisation, même si elle survient 2, 3, 4 mois après la vaccination, on peut le signaler. C'est pas à nous à décider s'il y a un lien de causalité ou pas. Nous, en tant que professionnels de santé, on va sur le portail en ligne, on fait la déclaration. C'est les centres de régionaux de pharmacovigilance qui feront les analyses et qui confirmeront ou élimineront un lien de causalité entre l'événement déclaré et le soin mis en cause. Voilà. Donc tout dépend un petit peu de la sévérité de l'événement. C'est vrai qu'au-delà de quelques mois, si on a affaire à des événements sévères, en général, on estime qu'il n'y a plus de lien de causalité. Mais voilà, si vous souhaitez déclarer, vous déclarez, puis vous verrez bien ce que le centre régional de pharmacovigilance vous répond. Ce qu'il faut, c'est pas hésiter à les appeler aussi. Hein. On a un centre de pharmacovigilance par région. Ils sont disponibles pour discuter. Justement, si y a un patient qui revient vers vous, qui vous pose des questions, vous pouvez les contacter, en discuter avec vous, et ils ont une bonne connaissance de cette question des événements indésirables, et il ne faut pas hésiter à les contacter. Ils sont là aussi pour répondre à nos questions. Très bien, merci. Encore une question. Qu'en est-il du vaccin tétanos post-blessure? Alors, le vaccin contre le tétanos, d'abord, on n'a plus à disposition le vaccin tétanos seul. Donc, le vaccin tétanos, il est uniquement en forme combinée, soit avec diphtérie et polio, soit avec diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, pardon. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, après, on a des recommandations. Je crois que la recommandation, elle émane du Haut Conseil de santé publique et qui liste les différents cas. Donc, en fonction du statut vaccinal de votre patient, est-ce qu'il est à jour ou pas de ses rappels, ou est-ce que son statut vaccinal n'est pas connu, d'accord? Et en fonction du type de plaie, voilà, on va avoir des recommandations sur ce qu'il faudra proposer en termes de vaccination et de sérothérapie. Voilà. Donc là, j'ai pas le tableau à vous proposer immédiatement, mais ces recommandations sont très claires. Donc de toute façon, au moindre doute, à partir du moment où vous avez un patient qui a eu une plaie, au moindre doute, il ne faut pas hésiter à faire un rappel, diphtérie, tétanos, polio, voire diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Et si vous pensez que sa dernière vaccination était très ancienne ou si la plaie est particulièrement inquiétante, à ce moment-là, le renvoyer vers un médecin ou vers les urgences pour éventuellement, si nécessaire, compléter par une sérothérapie. Bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Le temps passe très vite. Giuseppe et Eugénie, un grand merci pour ces précieuses informations. Et un immense merci à vous, derrière votre écran, pour votre présence et votre participation à travers vos questions. Je rappelle que le replay de cet épisode vous sera envoyé par mail. Je rappelle également que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à nos formations. La vaccination, elle est financée dans le cadre du DPC et elle existe sous 3 formats.
présentiel et classe virtuelle en 2 jours et e-learning en 11 heures. Cette formation, bien évidemment, vous ouvre droit à l'attestation obligatoire et réglementaire pour pouvoir prescrire la vaccination. Vous avez également la consultation infirmière qui est finançable par le FIFPL et qui existe sous 2 formats, classe virtuelle et présentielle en 9 jours et répartie en 4 modules. N'hésitez pas à vous inscrire. Toute l'équipe d'ISIS est impatiente de vous accueillir et nous vous donnons rendez-vous en février pour un autre épisode qui sera consacré à une actualité brûlante qui sont les rendez-vous de la prévention. Nous vous communiquerons la date dans quelques jours. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Bon courage à celles et ceux qui reprennent leur tournée tout à l'heure et jusqu'à notre prochain épisode, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir et à très bientôt.